Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment fascinant. On va plonger ensemble dans une réflexion profondément intime, mais qui déploie une envergure philosophique monumentale. En fait, c'est une critique de la modernité occidentale, mais écrite depuis la perspective assumée de quelqu'un qui a intimement connu la réalité du colonisé. Ce n'est pas juste un simple regard sur l'histoire, c'est une véritable autopsie de la façon dont l'Occident pense et opère. On va voir comment un simple souvenir d'enfance a pu déclencher une enquête intellectuelle de plus de 50 ans. Allez, c'est parti. Imaginez un peu la scène. L'auteur arrive en France alors qu'il n'est qu'un tout jeune enfant. Face à ce nouveau monde, il ne ressent ni peur ni haine, mais plutôt un choc viscéral. Un choc face à ce qu'il appelle la froideur anthropologique. Cette expression, elle frappe, n'est-ce pas? C'est ce sentiment d'étrangeté absolue qu'éprouve un esprit ayant grandi dans une culture organique et traditionnelle lorsqu'il se heurte pour la première fois à la froide mécanique occidentale. Et honnêtement, c'est le point de bascule de tout son raisonnement. Ça lui fait réaliser un truc fondamental. L'Occident ne fonctionne tout simplement pas comme les autres cultures humaines. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première grande partie. La machine coloniale moderne. D'habitude, quand on parle de colonialisme, on a tendance à se limiter au vol des terres et à l'exploitation des ressources. Mais la thèse qu'on explore aujourd'hui va beaucoup, beaucoup plus loin. Regardez bien cette distinction, elle est absolument cruciale. D'un côté, on a ce que l'auteur appelle les peuples anthropologiques. Ce sont des sociétés hyper enracinées, basées sur des relations qualitatives, des traditions fortes, bref, des identités humaines singulières. De l'autre côté, on a la modernité occidentale qui fonctionne sous forme d'entités politiques et marchandes où absolument tout doit être quantifié et centralisé. Et la violence la plus profonde du colonialisme, selon lui, c'est d'être un rouleau compresseur qui force cette conversion. L'objectif caché, c'est de prendre des peuples organiques et de les transformer en de simples rouages d'un système mondial dicté par le marché. Pour rendre ça très concret, l'auteur s'appuie sur une étude de cas spécifique, celui d'Israël et de la Palestine. Selon son analyse, ce conflit est l'illustration parfaite de cette théorie. C'est le choc absolu entre la destruction de traditions culturelles anciennes et l'imposition brutale d'un modèle d'État moderne. Et elle souligne bien que cette violence, qui déracine totalement les peuples de leur structure originelle, est exactement ce qui engendre inévitablement une colère systémique et une radicalisation profonde. Car oui, les conséquences de cette transformation forcée sont tout simplement implacables. Les sociétés perdent leurs repères traditionnels pour être jetées de force dans l'économie de marché. Mais il y a un détail particulièrement tragique soulevé par l'auteur, c'est que les mouvements de libération nationale eux-mêmes tombent souvent dans le piège. En voulant se libérer, ils finissent par adopter exactement le même moule, celui de l'État-nation et de l'économie moderne. Résultat, ils se retrouvent totalement prisonniers du même imaginaire violent que leurs colonisateurs. Ils gagnent peut-être un territoire, mais ils perdent leur nature profonde. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième partie, la collectivisation du monde. On vient de voir les symptômes sur le terrain, maintenant on va soulever le capot pour regarder le moteur philosophique qui fait tourner toute cette machine d'homogénéisation. La vraie question, la question de fond, c'est comment est-ce que l'Occident arrive à rationaliser et à justifier un truc pareil à l'échelle mondiale? Comment un système peut-il effacer autant de modes de vie traditionnels tout en se considérant en toute bonne foi comme le sommet de l'évolution de l'humanité? Eh bien, la réponse tient en un seul concept, la collectivisation. Alors, attention, on ne parle pas du tout de la version agricole ou soviétique du terme ici. L'auteur utilise ce mot dans un sens académique très lourd, inspiré par des géants comme Freud, Marcel Mauss et Lévi-Strauss. L'idée, c'est que pour contrôler le monde, l'Occident a besoin de le rendre mesurable. Il doit prendre la complexité infinie de la vie humaine et la réduire à des unités standardisées, des unités qu'on peut compter, gérer et finalement gouverner. En gros, la modernité occidentale, c'est le passage forcé du singulier au collectif et du qualitatif au quantifiable. Imaginez, dans une culture traditionnelle, un objet ou une relation humaine a une valeur unique. C'est qualitatif. Mais dans notre modernité, cet objet devient une marchandise et cette personne devient un simple citoyen, un consommateur, bref, une statistique. Et c'est littéralement la condition indispensable pour que la machine occidentale puisse administrer le monde entier. Et là, préparez-vous, parce qu'on aborde la troisième partie avec un véritable retournement de situation. L'erreur de Karl Marx. On pourrait logiquement se dire que face à une telle critique du capitalisme, Karl Marx serait le meilleur allié de l'auteur, non? Eh bien, pas du tout. Ce qui est absolument fou ici, c'est comment l'auteur retourne l'argument contre Marx lui-même. Vous voyez, Marx a basé sa théorie sur l'idée de valeur du travail pour dénoncer l'exploitation, créant ainsi une égalité abstraite entre les marchandises. Mais l'auteur dit « stop », c'est ça l'erreur fatale. En rendant tout abstrait et égal en termes de valeur, Marx a lui-même contribué à effacer la singularité originelle des objets et des relations.
Marx pensait détruire le système, alors qu'en fait il réfléchissait entièrement avec les outils conceptuels de ce même système. Donc l'Occident, même dans ses critiques les plus célèbres, agit en réalité comme une immense machine totalisatrice. Le processus est redoutable. On homogénéise toutes les différences, on impose une mesure universelle, on crée des cases pour tout le monde. Mais le plus hallucinant dans tout ça, c'est le déni. L'Occident souffre d'une amnésie volontaire. Il oublie complètement qu'il est lui aussi issu de racines anthropologiques particulières. Il se persuade que sa science et son économie ont toujours été la norme universelle par défaut, ce qui est évidemment une immense illusion. On a fait pas mal de théories, alors passons à notre quatrième partie, le choc anthropologique. Car derrière ces grands concepts très denses, il y a avant tout une quête profondément humaine que l'on se doit de raconter. Ce que vous voyez là, c'est l'histoire de toute une vie. Tout part de ce petit garçon qui arrive en France. Ce choc initial de la froideur anthropologique dont on parlait au début, ce n'est pas resté une simple anecdote douloureuse. C'est carrément devenu le carburant d'une enquête incroyable. Un demi-siècle à décortiquer sans relâche les sciences occidentales, les religions et la philosophie. 50 ans de travail pour arriver aujourd'hui à un projet totalement inédit. Proposer une toute nouvelle anthropologie de l'Occident lui-même. Et pour expliquer comment il a procédé pendant toutes ces années, l'auteur nous offre une métaphore que je trouve absolument brillante, celle de l'électron. En fait, plutôt que de se laisser absorber par le noyau occidental ou de foncer dedans tête baissée, il a décidé de graviter autour, rester en orbite. C'est ce qui lui a permis d'observer l'énorme attraction gravitationnelle de l'Occident, tout en restant à l'extérieur. C'est l'essence même d'une observation scientifique pure, étudier l'Occident comme une culture étrange et particulière, et non plus comme la fameuse norme par défaut. Allez, on arrive à notre cinquième et dernière partie, une nouvelle universalité. Parce que rassurez-vous, toute cette critique, aussi sévère soit-elle, ne se termine pas sur un constat fataliste. L'objectif, c'est vraiment de repenser comment on va cohabiter demain. Le point crucial qu'il faut retenir, c'est qu'il est grand temps d'abandonner l'illusion de cette civilisation occidentale prétendument universelle. Les solutions proposées sont très concrètes. On doit commencer par traiter l'Occident pour ce qu'il est, c'est-à-dire une culture parmi des milliers d'autres, avec ses propres bizarreries. On doit arrêter net cette manie de vouloir gommer toutes les différences pour les farcer dans un moule standardisé. Le but ultime, c'est de bâtir ce que le texte nomme une valorisation réciproque, une vraie rencontre entre les cultures qui ne passe surtout pas par la simulation forcée. Alors, voilà la question qui tue pour clôturer notre exploration. Si jusqu'à présent la modernité a consisté à tout collectiviser et à broyer la singularité pour faire tourner la machine marchande, quel est notre prochain chapitre ? Sommes-nous capables d'inventer un monde moderne qui célèbre réellement les différences distinctes ? Un monde où les sociétés n'ont pas à sacrifier leur identité profonde sur l'autel de l'uniformité ? C'est un défi absolument immense qui nous invite tous à changer de lunettes. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante au cœur de la pensée moderne. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.